Bonjour, aujourd'hui dans les ailes du Maroc, nous parlons de lignes, des lignes que l'on trace sur le sol, mais aussi celles qui dessinent un destin. Mon invité nous vient de cette ville magique, Marrakech, où elle a posé ses bagages, ville ambassadrice du Maroc que nous, les Kazaouis, on leur emprunte de temps en temps. Elle évolue dans un univers où les femmes sont encore rares, les chantiers, la topographie, la haute précision technique. Mais quand la terre a tremblé dans le House le 8 septembre dernier, Nadia était là pour apporter sa contribution, son expertise. Ingénieure de terrain, dirigeante engagée, formée au leadership au sein du CJD, présidente d'un chapter Rotary, donc beaucoup d'engagement. Elle incarne cette génération de femmes qui transforment la technique en acte citoyen. Avant la dirigeante, on va voir un peu, et les technologies de pointe, il y a eu des choix. Celui d'un métier exigeant, souvent réservé aux hommes. Ma question pour toi, quand tu étais jeune femme, est-ce que tu as eu le temps de se projeter, de dire, bah, tiens, j'ai envie d'aller vers des métiers de topographie? Est-ce que tu as senti que tu devais prouver davantage ta légitimité en allant sur un métier qui était plus masculin? Bonjour Zakaria, tout d'abord je te remercie infiniment pour ton invitation qui met en lumière le parcours professionnel des femmes marocaines. Alors quand j'étais petite, est-ce que vraiment je voulais être topographe? Quand j'étais petite, je voulais être une femme de terrain parce que moi je suis très active et je suis une femme qui aime bien prendre l'initiative et prendre des décisions, aussi participer dans les décisions. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai intégré l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et j'avais de la chance d'être classée parmi les premiers, donc ce qui m'a permis bien sûr de choisir le métier de la topographie et c'était bien sûr compatible avec ce que j'aimais, ce que je voulais être et voilà, c'était... Parce que beaucoup de gens, quand on voit topographie, on voit des gens qui mesurent. En quoi c'est le casque de chantier, le trépied, les longues journées sur le terrain? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus en quoi c'est quelque chose que souvent on ne voit pas? On a l'impression que c'est froid. En quoi c'est tout sauf ça? Et est-ce que là aussi il a fallu s'imposer autrement que par les diplômes? Parce qu'effectivement tu étais, si j'ai bien compris, première de ta classe, dans les premiers, donc ça t'a permis de choisir cette spécialité. Comme je le répète, je regardais quand j'ai fait les recherches, on a très peu de femmes. Combien il y a de femmes topographes aujourd'hui au Maroc? Vous êtes combien? Normalement, selon les derniers recensements, si je ne me trompe pas, on avait un événement en Afrique et puis une consoeur, elle a cité qu'il y a 200 et quelques. Quand même. 200 et quelques, oui, 200 femmes sur topographes dans le combien? secteur privé. Bah, sur un total de 1200, 1000 quelques. Donc à peu près un peu plus de 15%. Voilà, 15%, voilà. Donc maintenant, les femmes, elles osent faire ce métier. Ce métier, exactement. Mais avant, non. Avant, c'était quand même timide. Quand tu as démarré, tu étais parmi les premières? Tu as ouvert les portes ou non, il y avait des femmes avant moi. Quelques femmes avant toi. Il y avait quelques femmes avant moi, mais c'était pas trop. Je pense qu'à 4. Ah ouais, donc vous étiez, voilà, ça se comptait sur les doigts d'une main. Ouais, donc tu étais quand même précurseur dans ce métier. À quel moment tu as su que ce métier était le tien malgré les obstacles? Parce que là, tu parles de l'agronomie, tu arrives au topographe, donc pour monsieur tout le monde, quel est le lien entre ton premier diplôme et ta spécialité? Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y avait différentes spécialités à l'Institut agronomique. Il y avait le point de classement parmi bien sûr les premiers qui avaient la possibilité d'entamer la spécialité de la topographie. Il y avait les autres spécialités. Et moi, j'étais pas trop attirée par l'industrie agroalimentaire, par le machinisme ou génie rural ou bien l'agronomie, mais c'était la topographie qui m'attirait le plus et qui va avec la femme que je voulais vraiment être. Femme de terrain. C'est quoi ce petit plus? Qu'est-ce qui fait que tu as senti que c'était pas l'agronomie? Ma nature, mon caractère, ce que je veux, mes ambitions, la femme qui voulait être à la fois dans son bureau et à la fois au terrain, bien sûr. Exactement, à l'extérieur. Donc c'est cette double détente qui t'a plu dans le métier de topographe, de topographe géomètre, parce que je pense qu'on parle de topographe géomètre. Donc ton métier a beaucoup évolué, c'est devenu,
on le voit maintenant, un laboratoire d'innovation, plein de technologies. Comment fais-tu dialoguer aujourd'hui ta rigueur scientifique avec l'intelligence de terrain? Est-ce que tu as des tips pour nous? Est-ce que tu as de la formation continue? Qu'est-ce qui fait que tu considères que quand tu vas voir tes pairs sur le continent, en Europe, tu es au même niveau d'expertise? Le métier de la topographie, comme tu as dit, il évolue quotidiennement et tous les jours. Donc nous, en tant qu'ingénieurs topographes, on est obligé, bien sûr, d'aller avec la technologie, d'aller avec l'innovation. Et moi, en tant qu'ingénieur et femme topographe, je suis assoiffée de savoir et de formation. Donc à chaque fois, et d'ailleurs depuis que j'ai quitté l'Institut agronomique, je n'ai pas arrêté de faire des formations. J'ai fait pas mal de diplômes. Tu es spécialisé, donc est-ce que tu as une spécialité aujourd'hui particulière que peu de gens ont, ou est-ce que c'est plutôt de la formation continue? J'ai fait une formation en coaching professionnel et personnel. J'ai un diplôme, je l'ai fait sur 2 ans. J'ai fait d'autres formations de courte durée. Parfois n'est pas... c'est pas le certificat, mais c'est la formation en elle-même. Mais ma question c'était... Mais prochainement, je vais entamer en fait, je viens de passer un entretien oral en expertise immobilière, je l'ai eu. Et je vais commencer le mois prochain la formation. Tu ouvres une nouvelle Exactement. Une nouvelle Moi, niche. je n'ai pas arrêté de formation. Et d'ailleurs, notre métier exige la formation continue. Et même l'ordre, parce que nous, on est un métier qui est géré par un ordre professionnel. Donc, notre ordre professionnel, il a exigé un certain nombre d'heures de formation pour avoir une attestation qui nous permet, bien sûr, d'exercer. Donc, elle est dans notre ADN, la formation continue. Aujourd'hui, quand on parle d'innovation dans votre métier, qu'est-ce qu'il faut entendre par innovation et qu'est-ce qu'elle t'a permis? Puisqu'on le voit, la formation continue permet de rester en veille, d'être au-devant des grands projets, parce qu'avant de construire un immeuble, avant de construire tout projet, vous êtes là. Qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui comme griffe qui fait qu'aujourd'hui, on dit, tiens, cette femme topographe, elle a fait telle formation, elle a telle expertise, elle sait utiliser tel type d'outil. Est-ce que tu as des choses où tu as toujours dit, il faut que j'ai un coup d'avance? En fait, l'innovation, il nous permet de faire le travail dans un temps très court. D'accord, optimiser le temps de traitement. Optimiser le temps, optimiser le coût et tout. Mais la précision, la précision, elle est toujours exigée, que ce soit avec cet outil ou bien un autre outil. Mais nous, en tant qu'ingénieurs, si on veut vraiment aller en parallèle avec l'exigence de notre pays, avec les projets structuraux qui se passent actuellement et qui se font actuellement, on doit bien sûr aller en parallèle avec l'innovation et la technologie pour donner notre, bien sûr, service, pour rendre le service. Donc est-ce que l'IA est quelque chose qui est rentré dans votre métier, l'intelligence artificielle? Bien sûr, l'intelligence artificielle actuellement, c'est un outil, bien sûr, qui est devenu incontournable dans la production. De vos livrables, dans la manière de faire. Et là, vous avez aussi des formations par l'ordre, par vous-même? Oui, l'ordre aussi, il fait des formations en IA, mais nous aussi, et d'ailleurs, je l'ai fait dernièrement avec iCrafters. iCrafters, exactement, qui forme pas mal de dirigeants. Exactement. Où il y a aussi pas mal de... Donc on va venir un peu dans le parcours, parce que ce qui est aussi intéressant dans les ailes du Maroc, c'est comment on croise son expertise avec son regard citoyen, donc son regard... je dirais, ouvert sur les autres. Tu as rejoint le CJD Marrakech, un réseau que je connais bien, qui forme des dirigeants responsables. Est-ce qu'on peut dire que là, tu as appris à prendre de la hauteur sur ton entreprise? Et qu'est-ce que le CJD a changé concrètement dans ta façon de manager aujourd'hui? Ok. Le CJD, d'ailleurs, d'abord, le CJD pour moi, c'est l'école de l'innovation. D'accord. Le CJD, c'est l'école de l'entrepreneur. Donc, au CJD, on apprend comment gérer différemment, comment être un leader dans son domaine. Et le CJD, c'est une communauté de personnes qui donnent sans rien attendre. D'accord. Sans aucune attente. Vraiment le give back. Exactement. Et au CJD, j'ai trouvé ce qui va avec ma personnalité et ce qui va avec mes attentes.
si tu devais les reprendre 1, 2, 3, c'est quoi? C'est la rigueur. D'accord, la rigueur. La rigueur, l'innovation, c'est le leadership, c'est la performance. C'est en fait parce qu'au niveau du CJD, on fait des échanges d'expériences. D'accord. Donc apprendre à travers les autres. C'est l'apprentissage continu. C'est l'apprentissage continu. Et la bienveillance, je pense aussi, tu l'as dit indirectement tout à l'heure. Exactement. D'accord. Et comment tu traduis aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de performance globale, économique, sociale, sociétale, c'est quelque chose qui, je pense, comme tu l'as dit dans ton parcours d'entrepreneur, tu l'as vécu au CJD. Comment ça se décline dans ton entreprise? Est-ce que tu as des exemples concrets pour nous montrer qu'est-ce que tu fais concret pour que ce mot performance globale ne soit pas uniquement un mot, mais une réalité dans ton entreprise? La performance globale se traduit dans la façon de gérer, la façon de déléguer, la façon... Concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de particulier que tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas intégré le CJD? C'est sensibiliser les gens qui travaillent avec moi, c'est les rendre responsables, c'est que vraiment prendre de l'initiative au sein de l'entreprise, c'est montrer à mes agents que le client ou le produit qu'on donne, il représente notre image et que la rigueur, c'est un élément très important au sein de l'entreprise. Donc, ce qui est vraiment important, c'est travailler avec une approche participative. C'est que tout le monde soit une partie prenante au sein d'un projet. Donc, c'est ça que j'ai appris au sein de CJD. Donc, le collectif fait participer, former, je pense que former. Tu les pousses à se former. Former et se former. C'est ça. C'est toujours en permanence. Quelles leçons personnelles, parfois inconfortables, mais on peut fondatrices, as-tu apprises grâce au miroir des autres dirigeants? Parce qu'on a dans cette association le regard miroir. Est-ce que ça t'est arrivé à un moment donné où tu avais eu besoin de ce regard pour pouvoir évacuer un problème, pour pouvoir... Est-ce que ce regard de l'autre bienveillant, tu as une anecdote à nous raconter ou tu l'as expérimenté, soit toi, soit partagé avec quelqu'un d'autre? Les expériences qu'on passe au sein de CJD, surtout la commission miroir, ça nous permet bien sûr d'échanger des expériences de chaque dirigeant au sein de sa boîte. Et des fois, moi par exemple, avant, au sein de ma boîte, je m'énerve, des fois je m'énerve et je n'écoute pas. Quand je m'énerve, des fois, je n'écoute pas les autres. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent, c'est quoi vraiment l'élément bloquant qui les a empêchés de faire cela ou de faire ceci. Et cela, vraiment, je manquais cet élément d'écoute active. On va rentrer dans un peu comme tu as dit, dans ce côté humain de ta fonction. Et puis parfois, il y a des événements qui nous ramènent effectivement à notre vulnérabilité. Et je vais parler du séisme de l'Haouz. 8 septembre, ta région a été frappée, comme on le sait, de plein fouet. Comment on garde la tête froide quand le cœur est touché, tout en devant assurer des diagnostics et contribuer? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que spontanément, tu as dit, allez, je vais... Comment ça s'est passé, ta contribution, pour venir en aide de cette région? En fait, le tremblement de l'Haouz, il a touché tout Marocain. Et en tant que, bien sûr, Marocaine et professionnelle, ça m'a touchée. Et une fois, je pense le lendemain, ou bien 2 jours après le tremblement de terre, on a été appelé à faire un recensement d'une façon bénévole. Oui, d'une façon bénévole, à recenser le nombre total des bâtisses recensées sur les différentes, sinistrées plutôt sur les différentes communes de la province de l'Haouz. Et j'étais parmi, bien sûr, les participants à cette opération, en tant que, bien sûr, marocaine et citoyenne. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu en gardes si aujourd'hui tu avais un mot? Cette expérience, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? C'est ma profession au service, c'est de l'impact humain qu'on laisse chez les gens. C'est le service, c'est la profession au service, bien sûr, du citoyen marocain. Donc tu as senti que là, vous étiez utile parce que vous... Exactement, et ça donne une certaine fierté qu'on donne quelque chose pour cette communauté à qui on appartient.
parce que ce que vous avez fait, c'est pour leur permettre de reconstruire. Parce que c'est ça qui est important. Exactement. C'est déjà recensé pour repartir. C'était la première opération qui va juste donner une vue sur le sinistre, sur le volume du sinistre. Donc c'est diagnostiqué pour après revenir après. Donc tu étais à l'opération de reconstruction. Dans la partie diagnostique. Donc toujours donc le House a été je pense un marqueur. Comment tu fais aujourd'hui pour dialoguer ton rôle de chef d'entreprise, ton expertise technique et ton engagement citoyen? Est-ce que c'est des choses qui s'imbriquent spontanément? Est-ce que tu ne te poses pas de questions? C'est quelque chose qui est cohérent dans ce que tu fais tous les jours en tant que chef d'entreprise? Mais je pense que ce sont trois choses qui sont liées entre eux. Un leader ne peut être leader que s'il est vraiment engagé citoyennement. Et un chef d'entreprise ne peut être citoyen que si son entreprise est une entreprise citoyenne. Donc ce sont trois éléments qui s'imbriquent. Et donc là aussi sur le terrain, est-ce que, comme je disais, on l'a vu sur le House, tu as participé, est-ce qu'il y a des choses où tu dis, voilà, moi je recrute des gens, je les accompagne dans la formation, quand j'ai des clients, j'ai le sens de la... Comment tu arrives? Est-ce que tu as des exemples concrets de projets que tu as montés où on sent que tu ne les aurais pas fait si tu n'avais pas été au CJD, si tu n'avais pas cette dimension, parce que l'argent n'était pas le seul mobile? C'est un peu ça. Est-ce que tu as un exemple à partager avec nous? La vérité, c'est que avant le CJD, avant l'école de CJD, il y avait des éléments qu'on manquait. C'était apprendre de l'expérience de l'autre, c'est voir le milieu professionnel autrement. Et avec l'apprentissage, avec l'échange des expériences et tout, on essaye de s'améliorer, d'aller vers l'avant, de changer des habitudes qu'avant on faisait qui n'étaient pas rentables pour l'entreprise. Et par la suite, c'est comme des formations, par exemple, qu'on faisait dans le CJD, Visa, Vie ma vie, Miroir. Ce sont des expériences qui nous changent bien sûr notre façon de faire avant. D'accord, donc c'est apprendre en marchant, mais en même temps à travers le regard des autres. Exactement. Et comment, parce qu'on dit toujours faire grandir, comment tu transmets ce que tu apprends à tes collaborateurs? Est-ce que quand tu reviens d'une formation, tu fais un débrief avec eux? Est-ce que tu as des rituels aujourd'hui pour concrètement, ce que tu apprends, tes collaborateurs participent, tes collaborateurs en profitent? Est-ce que tu as mis en place quelque chose? Je pense que mes collaborateurs, ils sentent que même moi, en tant que dirigeante d'entreprise, je m'améliore, je me transforme. Comment ils le sentent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce que tu es plus patient? C'est quoi les mots? C'est que quand on devient, comme tu as dit tout à l'heure, une entreprise citoyenne et un leader citoyen, c'est qu'on s'approche bien sûr à nos collaborateurs. On essaye de savoir ce qui leur fait plaisir, ce qui le dérange. On essaye d'être beaucoup plus humain. Et même notre façon de travailler, essayer de faire ça parce que on n'a pas une motivation, juste l'argent, mais plutôt la motivation, c'est notre image, c'est la rigueur, c'est la qualité de produit qu'on offre aux clients, c'est ce qu'ils disent les gens de nous. Ça, c'est un rituel que je donne tous les jours à mes collaborateurs. Et puis, je transforme même les qualités que moi, j'apprends au sein de CJD et j'apprends au sein des organismes sociaux. Je le transforme bien sûr à mes... Donc, tu fais de la formation, on va dire, partage, tu fais du partage. Bien sûr, je fais des formations au sein de mon cabinet. Avec des collaborateurs. Il y a même quand je fais la formation de coaching et je vois une réaction qui a un sens, ou bien qui cache quelque chose derrière, j'ai essayé quand même de coacher quelques membres de mon... Donc tu interpelles, tu vas plus loin que juste donner des instructions. Non, ouais. Donc tu essaies de leur apporter un plus. Ouais. Est-ce que tu penses que l'engagement rend un dirigeant plus performant, plus lucide, plus humain? Est-ce que le fait que tu sois engagé au Rotary ou CJD, ça t'a donné une force que tu n'aurais pas eue? Et concrètement, là aussi, si tu peux nous donner un exemple concret, tu dis,
j'aurais peut-être jamais eu ce marché, je n'aurais jamais pu peut-être recruter tel profil, j'aurais jamais accepté. Est-ce que tu as quelque chose un exemple concret à nous délivrer? Oui, l'engagement, il nous apprend la rigueur, il nous apprend le sens de la responsabilité. Et moi, ça m'est arrivé des fois que je me suis engagée dans des projets par exemple, donne-nous un projet où j'étais perdante. Bon, moi, je peux pas citer le nom de l'organisme avec qui j'ai travaillé, si je peux dire, j'ai sous-estimé le travail et je me suis engagée à le faire. Et je me suis retrouvée perdante. Mais malgré ça, je me suis dit non, le fait que je me suis engagée, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et ça a vraiment créé de l'impact. Et les gens avec qui j'ai travaillé, ils ont compris qu'ils ont devant eux une femme engagée, responsable. Et jusqu'à maintenant, je travaille avec eux. Donc tu as, comment dirais-je, troqué une perte, on va dire, financière en un gain global, parce que tu as gagné le client. Voilà, j'ai gagné le client, j'ai gagné sa confiance. Et malgré que le travail était sous-estimé, le volume du travail était sous-estimé, mais ça a été livré avec la qualité escomptée. Et alhamdoulilah, grâce à ça, on a gardé le client jusqu'à maintenant. Donc, ça veut dire que tu es en train de me dire que le sérieux, que une vue sur le lointain et pas sur le court terme. Est-ce que, par exemple, concrètement, est-ce que ça t'a amené à mettre, par exemple, des outils de contrôle de gestion, des outils de comptabilité analytique que tu n'avais pas avant? Est-ce que c'est ça un peu qui a... Tu dis, ben voilà, la prochaine fois, je vais mieux faire mes calculs, Est-ce que c'est aussi des choses que tu as intégrées pour qu'on dise, ben effectivement, on a le droit de se tromper, mais la prochaine fois, je vais mieux calculer, j'ai fait appel à mon expert comptable, Est-ce que c'est des choses, ce type d'apprentissage, c'est quelque chose que tu peux partager? Oui, mais bien sûr, au cours du travail, si on sous-estime un travail, on le mal évalue. Les prochaines décisions sur d'autres projets, on essaie de voir les choses là où on a sous-estimé, on calcule bien sûr les pertes, on calcule le temps du travail, le coût du travail, et puis surtout le temps, parce que dans notre travail, il y a les difficultés de terrain, il y a les difficultés bien sûr de diagnostic, de l'évaluation, de la data. Pour rassembler, avoir de la data, ça nous prend bien sûr du temps. Et là, on essaye de faire une évaluation par la suite pour ne pas avoir le même problème concernant les projets futurs. Donc on apprend de ses erreurs et l'idée, effectivement, c'est ce que je voulais dire, c'est que ces types d'engagement sont aussi importants parce qu'au-delà de l'engagement, c'est aussi des écoles et ça vous permet d'avoir les outils. C'est un peu ça que je voulais qu'on reconfirme avec toi. Donc, on voit que dans ton métier, c'est la précision parce que on voit bien qu'il y a parfois des gens qui se sont chamaillés pour quelques mètres carrés de voisinage. L'erreur chez nous, elle est impardonnable. Oui. Et d'ailleurs, elle peut entraîner des conséquences lourdes. Des litiges, des litiges. Donc, il faut faire très attention. On est les garants. Les garants du foncier. De la précision du foncier, exactement. Donc c'est vrai qu'au-delà de la précision, il y a des doutes, des choix difficiles, des renoncements, parce qu'en tant que chef d'entreprise, est-ce que tu peux me parler des moments les plus difficiles de ton parcours entrepreneurial? Est-ce que tu as eu des moments où c'était compliqué? Et si oui, pourquoi c'était compliqué? Quand tu as démarré, tu n'avais pas de clients, après, est-ce qu'il y a eu des moments très difficiles et qu'est-ce que ça t'a appris? Et c'était quoi le moment le plus difficile pour toi? Dans le secteur privé, il y a toujours des moments de doute. Il y a toujours des moments où on se dit « mais pourquoi j'ai choisi ce domaine-là? Pourquoi ne pas rester ?» Parce que moi, avant, j'avais un parcours très riche. Je suis passée par les bureaux d'études, je suis passée par l'entreprise de construction et finalement l'administration. Je me suis dit « mais pourquoi j'ai quitté l'administration pour rentrer dans un domaine qui n'est pas clair, où vraiment le gain il est aléatoire. » Mais je me suis toujours mise dans la position de la personne qui se dit que c'est ça ma place et que la rigueur, la qualité, la responsabilité,
l'engagement finira par se payer. Donc à chaque fois où j'ai des moments de doute, je dis que tout le monde doit passer par ça et la qualité, bien sûr, et l'endurance, ça va se payer un jour. Tu confirmes que l'isolement tue et donc c'est peut-être le fait d'être aussi avec d'autres pères, ça te rassure pour dire que tu n'es pas la seule à vivre ce problème. D'ailleurs, je défile des exemples devant mes yeux, des gens qui se sont battus, qui ont travaillé, qui ont galéré et finalement ils ont eu ce qu'ils voulaient et c'est ce qui m'encourageait. Donc 2 petites questions avant de passer à nos 10 Madeleine. Est-ce que tu as une erreur aujourd'hui que tu peux partager avec nous qui t'a fait grandir? Et qu'est-ce que tu refuses désormais de négocier dans ton rôle de dirigeante? Est-ce qu'il y a des choses où tu dis ça, je ne le ferai plus aujourd'hui, avec mon retour, mon expérience? Et est-ce que tu as une erreur aujourd'hui qui a été constructive pour toi, qui aujourd'hui est devenue une école? La vérité, on n'a pas le droit à l'erreur dans notre métier. Mais heureusement qu'on fait des erreurs, sinon on ne grandit pas. Non, l'erreur technique... Personnellement, dans mon travail, et je pense qu'il est impardonnable l'erreur technique. Parce que l'erreur technique, elle a des conséquences. Tout à l'heure, une erreur d'appréciation, peut-être pas une erreur technique, mais des erreurs. Des erreurs, c'est faire confiance. Est-ce que faire confiance peut être considéré comme dangereux ou dans quel cas il faut faire attention? Parce que faire confiance, c'est la base du business. Faire confiance, même, il y a des fois et des moments où on fait confiance à nos collaborateurs, hein, des fois. Donc, moi, j'ai appris que contrôler derrière, c'est important. Donc, c'est clair, ça, c'est aussi une des grandes leçons du leadership. Déléguer ne veut pas dire déresponsabiliser, donc c'est aussi très important. Déléguer, mais juste garder l'œil de contrôle. Ne pas déresponsabiliser, exactement. Déléguer pour rendre les gens, parce que la délégation, elle rend les gens responsables. Exactement. Mais cela, bien sûr, ne... il faut continuer à les accompagner, les parrainer. Les accompagner et faire coacher. Le contrôle par la suite. Coacher, donc, parce que le produit final, il porte notre nom. C'est clair. Parce que même nous, on est géré par une loi, la loi 3093. Qu'est-ce qu'il dit le premier article? C'est que tous les plans sur votre responsabilité. Voilà, c'est sur la responsabilité de l'ingénieur géomètre topographe. Donc c'est clair, c'est un peu comme les médecins, comme tous les ordres. Ouais. Donc ça, vous déléguez, mais à la fin, c'est pour ça que c'est important d'avoir des équipes où on est en confiance et en même temps qu'on continue de les faire grandir. Est-ce que tu as quelque chose maintenant que tu refuses désormais de négocier dans ton rôle de dirigeant? Est-ce qu'il y a des choses, tu dis, avant je les acceptais, maintenant je les accepte plus? La rigueur. Donc c'est quelque chose, tu es devenu intransigeant. Pas question. La rigueur, c'est... Il faut vraiment respecter la rigueur au sein de mon cabinet, sinon aucun prétexte, aucun... Donc c'est pas négociable? Non. On va passer maintenant à des Madeleine pour mieux te connaître. Quel est le paysage marocain qui te recentre immédiatement? Quand tu penses à ce paysage, il te recentre sur toi, sur... C'est l'Atlas. L'Atlas. Quel est l'objet de terrain que tu ne quittes jamais? Est-ce que tu as un objet, tu as... c'est la chaîne. La chaîne, c'est vrai, la chaîne. Elle est toujours avec moi. Est-ce qu'il y a une femme qui t'a inspiré sans le savoir, ou est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire, que tu voudrais partager avec nous? Qui a le savoir? Non, une femme qui t'inspire. Aujourd'hui, quand tu penses à elle, tu dis, elle m'a inspiré pour telle et telle raison. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire aujourd'hui? C'est ma mère. Maman. Sa patience, son endurance, c'est ma mère. Et est-ce qu'il y a, dans ton métier, ou de façon générale, est-ce qu'il y a des femmes qui m'inspirent? Oui, une femme qui t'inspire. Il y a beaucoup, moi... Une. Donne-nous une, qui te... C'est pour ne pas être la vérité, pour ne pas... Parce qu'il y en a plusieurs. Aujourd'hui, les gens veulent... Parce qu'on se rend compte que les gens n'ont plus de référentiel au-delà des gens qui sont ou morts ou qui ne sont pas là. Nous, on a besoin d'entendre qu'effectivement, il y a plein de personnes, mais là, ça devient, il y a une personne, demain, ça sera une autre. Mais aujourd'hui, parmi plusieurs, donc il y a plusieurs qui t'inspirent, mais si tu avais une que tu as envie de partager pour dire celle-là, elle... Nawal Moujokil. En quoi aujourd'hui, si tu l'as deux mots, parce que c'est notre prochaine invitée, donc elle va t'entendre. Sérieux? Nawal Moujokil, c'est sa force, sa volonté de montrer à quel point la femme marocaine elle est capable de réaliser des miracles, son endurance. Oui, j'aime beaucoup. Donc elle t'a inspiré pour être ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Elle va être contente. Le moment où tu t'es dit « je suis à ma place », est-ce que tu as mis du temps? Parce que quand on démarre, on doute. Est-ce que
comme beaucoup de projets, comme quand on construit, il y a les fondations, après il faut monter. Est-ce que tu as mis du temps entre le moment où tu as créé ta boîte et le moment où, là, aujourd'hui, est-ce que ça a pris 2 ans, 3 ans? Est-ce que ça a pris quelques mois? Est-ce que tu es tout le temps, tu es encore dedans? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es à ta place, tu penses? Avant, quand j'ai choisi, ou bien j'ai décidé de sortir pour l'entrepreneuriat, j'ai dit que c'est ça ma place. Mais là où je me suis dit vraiment c'est celle-là ma place, c'est quand le promoteur m'a fait confiance, il m'a confié un projet de A jusqu'à Z. Ton premier bébé, ton premier projet. Exactement, et je l'ai réalisé. Avec amour, professionnellement. Avec amour, avec professionnalisme, et c'était réussi. C'est là, j'ai dit, voilà, je peux le faire. Voilà, c'est ça ma place. Est-ce qu'il y a un livre ou une phrase qui t'accompagne? Le livre, c'est les 4 accords Toltec. D'accord. Est-ce que tu as un rituel avant une décision importante? Avant de prendre des décisions, surtout s'ils sont engageantes, je prends ma voiture et je vais vers l'Atlas. Parce que moi, j'adore prendre des décisions dans le silence, pas dans le bruit. Donc tu t'éloignes et tu écoutes la nature. Exactement, et c'est là où je décide. Ce que la montagne t'a appris sur le leadership, est-ce que continue en... C'est la grandeur, la fierté, l'humilité surtout. D'accord. C'est ça. Ce que t'inspire la montagne. Ouais. Quel est le projet dont tu es le plus fier? Est-ce qu'il y a un projet aujourd'hui, tu dis, je suis passé cet ensemble, j'ai mis une graine, j'ai mis ma graine dedans. Est-ce que tu as un projet? Il y a plusieurs projets. Allez, donne-nous 2 si tu veux. De quoi je suis fière. Moi, j'ai travaillé, par exemple, dans le stade de foot de Marrakech. D'accord. C'est un beau projet. Voilà, dans pas mal de projets structuraux. Est-ce que tu as un autre projet qui te tient à cœur, qui est emblématique? Déjà travailler pour la reconstruction de la province de l'Haouz. Donc ça, c'est une fierté. C'est un projet très structurant. Quel est ton rêve pour le patrimoine marocain de demain? Le patrimoine, on a un patrimoine très riche au Maroc et j'espère qu'il sera protégé avec amour et conservé bien sûr avec innovation et surtout transmis aux générations futures avec respect. Avec respect. C'est important. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune étudiante qui hésite à se lancer dans l'ingénierie ou l'entrepreneuriat par peur de ne pas être à la hauteur, qui nous regarde, qui va nous écouter? Moi, je dis souvent, pas que jeune, je dis souvent à la femme marocaine, oser, et l'entrepreneuriat, c'est pas question de décision, mais c'est question de priorité, et c'est pas question de temps, mais il faut vraiment oser, il faut vraiment se faire une place, parce que le Maroc, il a besoin des femmes engagées, des femmes sérieuses, et des femmes, bien sûr, qui peuvent créer de très belles réalisations. Est-ce que tu les invites à ne pas rester seules aussi? Seules comment? Je sais pas. Intégrer une association, aller dans des ensembles. Ah oui, le travail associatif. Parce que c'est souvent ce qui perd beaucoup de... Le travail associatif, il nous permet de se rapprocher à l'humain et de nous rendre encore plus citoyennes. Donc, il faut vraiment faire du professionnel et aussi du social. L'engagement fait grandir, parce que tu le disais tout à l'heure, il y a des associations qui sont égoïstement utiles. Parce que quand on apprend son métier, on n'est pas en train de travailler, parce que souvent, les gens confondent association et bénévolat et caritative, alors que l'organisation dont tu as parlé tout à l'heure, c'est plutôt pour toi en tant que dirigeant, qu'est-ce que tu peux apprendre? Et donc toi en tant que dirigeante, ça te donne, ça te booste. Quelle est la phrase, pour finir avant d'atterrir, le mantra qui te permet de garder le cap quand le terrain devient instable, quand ça devient compliqué? Est-ce que tu as un mantra, tu as une phrase qui t'accompagne? Je peux le faire. Donc ça c'est ton... Ouais, je peux le faire, il n'y a pas d'impossible, il faut juste mettre l'idée dans la tête, travailler et surtout ne pas céder, ne pas baisser les bras, et je vais y arriver. Top. Merci Nadia Slimani, tu nous as montré qu'on peut avoir les pieds dans la poussière des chantiers, la tête tournée vers la transmission, comme tu dis, et la mémoire. Et pour diriger les autres, il faut d'abord apprendre à se diriger soi-même, effectivement. Et comme on dit ici,
On ne brise pas le plafond, on redessine le ciel. À la prochaine.